La crypto-monnaie, qu'est-ce que c'est? D'où ça sort? Pourquoi est-ce qu'on en parle autant? Pourquoi est-ce que ça captive les gens? Parce qu'il faut voir que la crypto-monnaie, ça touche tout le monde. Soit il y a des extrémistes d'un côté, ils n'aiment pas, ils détestent. Soit il y a des passionnés de l'autre côté. Dans tous les cas, il y a de l'audience pour la crypto-monnaie, il y a de l'intérêt pour la crypto-monnaie. Parce que quand vous regardez les stars et tout ça là, eux ils s'en foutent de si vous les aimez ou pas. Hein. Tout ce qu'ils veulent, c'est que vous parlez d'eux. Quand vous parlez d'eux, que ce soit en bien ou en mal, c'est bon. Et c'est ça la crypto-monnaie. Si la crypto-monnaie était une star, elle devait être l'une des plus grosses stars au monde. Donc on applaudit d'abord pour la crypto-monnaie, s'il vous plaît. Ok. Et ici donc, je ne vais pas être le premier à développer sur cette thématique. Je vais passer la parole à Dr Ndouma, un illustre docteur, illustre professeur que j'admire beaucoup, qui est un expert des marchés financiers et consultant en économie digitale. Il va nous entretenir sur les fondements de la crypto-monnaie en faisant un zoom sur le contexte économique et financier mondial. Et ensuite, on parlera des origines et de l'adoption des crypto-monnaies dans le monde entier. Donc, sous vos ovations, s'il vous plaît, docteur. Bonjour à tous. Et merci pour les acclamations chaleureuses. Vous savez, je suis très timide, ceux qui me connaissent. Donc, j'espère qu'au fur et à mesure que je vais parler, je vais devenir plus courageux. Je voudrais dire merci pour la surprise avec quand vous avez eu à contribuer, n'est-ce pas, modestement à l'édification de la personnalité de quelqu'un et qui aujourd'hui est devenu un grand patron, président, sénateur et pas président Cameroun, président Afrique du taekwondo, parce que son cabinet et même un cabinet, je ne vois rien, qui forme les FMO. Vous savez ce que c'est que les FMO? Non? Ah, force de maintien de l'ordre. Hein? Il a parlé d'un cabinet de leadership et de sécurité. Donc là où il est là, il me touche avec son doigt. Donc c'est un plaisir. La gratitude réalise les merveilles. La gratitude. Parce que généralement, on dit que quand on dit merci, ça veut dire qu'on demande davantage. Mais très souvent, on ne demande pas davantage à celui à qui on dit merci. Parce qu'il y a un pourvoyeur pour nous tous et qui suit ce que nous faisons. Ce matin, je suis là pour vous entretenir sur, je ne vais pas dire la crypto-monnaie, parce que c'est un terme que beaucoup de gens utilisent même pour blaguer, même pour banaliser. Mon rôle ici, c'est de vous entretenir sur la multipolarisation de l'ordre monétaire mondial et ses enjeux panafricanistes sur le plan monétaire. C'est ça mon thème. Et effectivement, dans ce cadre-là, la crypto-monnaie va jouer un rôle. J'allais dire un petit rôle. Alors, lorsqu'on dit crypto-monnaie, je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens parmi vous qui connaissent cet insigne. Hein? Qui a déjà entendu parler du Bitcoin? Aïe, parce que tout le monde ici a entendu parler du Bitcoin. Et dès que vous vous rapprochez de quelqu'un et vous lui parlez de crypto-monnaie, il dit, vous connaissez la crypto-monnaie? Il vous dit oui. C'est quoi la crypto-monnaie? Il dit, je connais le Bitcoin. Alors le Bitcoin est né en 2009. Et le Bitcoin, c'est un peu comme si on vous avait proposé en 2009 d'acheter un terrain à PK 70. Le mètre carré, c'était peut-être 50 francs CFA. Hein? Combien d'entre vous auraient accepté d'acheter le terrain là à 50 francs le mètre carré? Pratiquement personne ici, non? Mais si vous l'aviez fait et que PK70 aujourd'hui est devenu un peu comme Aqua, le mètre carré coûterait combien? 50 000, n'est-ce pas?
Donc retenez ça quand vous parlez du Bitcoin. Et c'est un principe qui est fondamental quand on parle des crypto-monnaies en général, même s'il y a des exceptions. Alors, vous connaissez le contexte mondial, avec les guerres, avec l'inflation, avec des crises diverses, même des crises alimentaires, des crises sanitaires. Vous connaissez le contexte avec l'endettement. Vous savez bien que l'argent devient de plus en plus rare, apparemment. Hier, je suivais encore l'actualité par rapport à l'Égypte, avec des taux d'inflation qui vont au-delà de 40%, pour ne citer que ce pays-là. Et donc, voilà le contexte. Mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est que pendant ce temps, il y a des pays qui sont des puissances et qui mènent aussi des guerres monétaires. Il y a même des guerres numériques, il y a des guerres bactériologiques, il y a des guerres sanitaires. Et même la nourriture aujourd'hui est devenue une arme de guerre. Vous voyez que quand il y a guerre quelque part, on s'arrange pour approvisionner les gens en nourriture et en eau. Et il y a des pays qui disent on ne leur donne rien. Parce que si on ne mange pas, on ne boit pas, on fait comment? On meurt, non? Voilà. Donc ce sont des armes. Donc, la multipolarisation de l'ordre monétaire, c'est que le dollar a régné pendant beaucoup de décennies comme monnaie imposée à tout le monde. Les États-Unis ont réussi, après la Deuxième Guerre mondiale, à imposer le dollar à tous les pays du monde. C'est-à-dire un seul pays fabrique le dollar et approvisionne tout le monde. C'est une bonne marchandise, non? Vous êtes le seul commerçant, producteur et commerçant. Et tous les autres sont obligés de l'accepter et de l'utiliser. Ok? Donc on parle de la dollarisation du monde, du commerce international, de la finance internationale. Même les États ont leurs réserves pour la plupart en dollars, l'argent d'un autre pays. Et c'est gardé là-bas. C'est-à-dire que si les États-Unis se fâchent, on gèle les avoirs. Vous connaissez l'expression gêner les avoirs? Ils l'ont fait récemment contre la Russie. Donc c'était une grosse erreur parce que la Russie se considère comme une grande puissance. Et la Russie a réagi. Et elle a réagi même avec la solidarité d'un certain nombre de pays. Et là j'embraye sur le deuxième pôle monétaire mondial. La yuanisation qui amène de plus en plus de pays à dire nous ne voulons plus commercer avec le dollar. Maintenant, si nous achetons en Chine, on paye en yuan chinois. Si on achète en Russie, on paye en rouble. Même les pays qui vendaient leur pétrole et leur gaz en dollars, comme l'Arabie Saoudite, comme les Émirats Arabes Unis et bien d'autres, décident maintenant de ne plus vendre ces ressources-là en dollars, mais plutôt à une autre devise. Et pour le moment, c'est surtout le yuan. Le yuan parce que la Chine faisant partie des BRICS+, et les BRICS étant solidaires, ces pays acceptent d'utiliser plutôt le yuan maintenant à la place du dollar, en attendant de créer la monnaie des BRICS+, qui sera une monnaie digitale. Et là, je suis sûr que je vous donne une information que beaucoup n'avaient pas. La monnaie des BRICS dont vous entendez parler ne sera pas une monnaie fiduciaire. Et elle sera bientôt sur le marché. Voilà, comme le marché c'est un gâteau qui ne s'élargit pas, si on achetait en dollars et que maintenant on achète en yuan, la part de marché du dollar fait comment? Elle diminue. Donc on parle de la dédollarisation. D'accord? Alors, parmi ces deux pôles, l'Afrique est où? L'Afrique n'est nulle part. Les initiés géostratèges parlent
des opportunistes, des neutres opportunistes. Il n'y a plus de pays non alignés. L'Afrique serait neutre opportuniste, c'est-à-dire qu'elle va là où le vent souffle. Or, l'Afrique devrait avoir un pôle qui doit se distinguer, même en passant par des partenariats stratégiques, bien sûr. Un enfant ne peut pas naître aujourd'hui, il commence à courir. D'accord? Alors, lorsque j'ai relevé ceci, il y a l'impact de ce qu'on appelle les crypto-monnaies. Et c'est important de parler de ça parce que si nous en parlons et que nous oublions qu'il y a un système monétaire central, nous allons perdre de vue la motivation liée à la création des crypto-monnaies dont la mère est le Bitcoin. Vous voyez ces gens-là, ce sont des banquiers. Et les banquiers sont des patrons d'un système centralisé. Un système dans lequel vous ne pouvez pas faire d'opération sans qu'ils soient au courant. Et c'est eux qui disent combien vous devez transférer, à quel moment. Et vous pouvez avoir l'argent là-bas, on le bloque. Donc c'est un système qui a montré ses limites. Quand j'ai parlé de 2009, j'aurais pu parler de la crise des subprimes de 2008. Parce que vous voyez quand est-ce que le Bitcoin naît? À la fin de la crise. Parce qu'il y a des gens qui se sont dit, mais quelle est cette histoire que nous avons l'argent, mais nous ne pouvons pas en disposer? Alors, le Bitcoin est né pour contester le système centralisé. C'est pour ça qu'on parle aussi de la finance décentralisée. Parce que le système centralisé est confisqué par une petite élite. Petite en termes de quantité de personnes. Mais ce sont des personnes hyper puissantes. Quand j'ai cité les problèmes qu'on connaît, j'ai cité également les dettes. Mais là, vous avez le système centralisé, c'est-à-dire la banque, qui ne permet pas à chacun d'avoir un compte. Et nous parlons donc de l'exclusion financière. Là, vous avez des pays qui font partie de ceux qui sont considérés comme étant des pays développés. The top 5 unbanked countries have more than 60% of their population without bank accounts. Si vous avez un pays où plus de 60% de la population n'a pas un compte en banque, cette population est exclue du système financier formel, conventionnel. Pourtant, ça ne devrait pas l'être. Et donc, lorsque les monnaies digitales arrivent, ou les crypto-monnaies arrivent, et que vous pouvez chacun avoir un portefeuille sans forcément aller auprès d'une banque, et c'est d'ailleurs l'objectif que s'est fixé Crypto Investment in Africa, c'est-à-dire un Africain, un portefeuille. Vous n'avez pas besoin d'un dossier, vous n'avez pas besoin d'aller auprès d'une banque, vous avez besoin de la connexion Internet, n'est-ce pas? Et puis vous créez vous-même votre portefeuille. C'est pour ça qu'on dit souvent, quand on est dans les crypto-monnaies, la première chose c'est de devenir votre propre banquier. Alors, l'exclusion du système est une injustice. Donc c'est autant de choses qui ont fait que les crypto-monnaies ont pris de l'ampleur. Et il y a un cabinet aux États-Unis, le cabinet Chainalysis, qui est spécialisé dans l'intelligence blockchain. C'est un cabinet privé, mais qui a pour client toutes les agences américaines qui s'occupent de traquer les drones, de traquer l'argent, on va dire, noir, c'est-à-dire dont les origines ne sont pas claires, et bien d'autres agences dans d'autres pays, les agences de criminalité financière. Donc c'est un cabinet suffisamment crédible qui fait donc des études chaque année sur tous les pays qui sont impliqués dans les transactions en crypto-monnaie au monde, sur tous les pays. En 2022, l'étude a porté sur 146 pays. 146. Le premier pays, c'était le Vietnam.
Et dans les 10 premiers pays, vous avez la Russie, vous avez le Brésil, vous avez l'Inde, vous avez les pays comme l'Ukraine, vous avez les États-Unis. Et quand vous prenez les 20 pays, vous avez le Nigeria qui est 11e en 2022, 11e. Et vous aurez le Kenya qui était 16e. Ça, c'est 2022. Les 2 pays ont retenu mon attention. Le Maroc également est parmi les 20 premiers pays. Si je cite les 3, vous comprenez bien pourquoi. Parce que ce sont des pays africains. Alors, en 2023, le résultat est également sorti. Le Nigeria est parti de 11e à 2e. Indice d'adoption des crypto-monnaies au monde. On a pris en compte 154 pays au lieu de 146. Vous voyez que le nombre de pays augmente. Le Nigeria est 2e. Les États-Unis sont remontés à 4e, mais vous retrouvez toujours le Vietnam quelque part, l'Inde, la Chine. Parmi les top 20, vous avez encore le Maroc qui est resté, avec le Nigeria comme les 2 pays. Le Kenya n'a pas pu être parmi les top 20. Alors, ces indicateurs nous montrent que pendant que nous nous occupons de ce que nous faisons le mieux, le monde, lui, avance. Et il avance à une vitesse qu'on ne peut pas réaliser parce qu'on ne voit pas Internet. Tout ce que je dis là, ce n'est pas sur Internet. Si vous vous connectez maintenant à Internet pour voir combien de gens sont connectés, vous allez vous rendre compte que c'est effectivement plus de 5 milliards d'individus qui sont connectés. 5 milliards sur 8 milliards. À l'heure actuelle, allez sur Internet, vous tapez Internet Live Stats. Vous allez voir le nombre de personnes connectées au moment où nous parlons. D'ailleurs, je fais un bonjour à tous ceux qui sont connectés et qui nous suivent en direct. Vous savez que beaucoup sont connectés dans plusieurs pays et ils sont en train de suivre cette conférence en direct. Donc, le monde a muté vers ce qu'on ne voit pas. Et même si nous sommes ici, nous devons prendre conscience de cela. Je voudrais sortir en relevant que les 3 pôles que j'ai indiqués et cette évolution ont plusieurs impacts sur les enjeux monétaires panafricanistes. Je vais en citer 6 pour sortir. Le premier enjeu, c'est que si nous n'avons pas de monnaie, parce que là, je vous ai cité les États-Unis, la Russie et tout ça, tous ces pays ont des monnaies, nous n'en avons pas. J'ai parlé de l'évolution des monnaies numériques, nous n'en avons pas encore. Donc, le premier enjeu, c'est un enjeu monétaire identitaire. La monnaie, ce n'est pas seulement ce qu'on voit, ce n'est pas la symbolique monétaire qui circule. La monnaie, c'est toute une identité derrière, c'est toute une philosophie, c'est même toute une spiritualité. Parce que, avant d'exprimer cette valeur sous forme de symbole, il faut que les gens aient travaillé spirituellement. C'est ça la monnaie. Donc cet enjeu-là, il est important. Il y a un enjeu monétaire structurel. Vous savez que vous ne pouvez faire aucune transaction à partir d'ici. Et quand je dis vous, c'est surtout les chefs d'entreprise qui ont besoin de financement, de crédit, etc. Et chaque fois pour en avoir, il faut recourir à celui qui est le vrai propriétaire du franc des colonies françaises d'Afrique. Vous connaissez celui qui est le vrai propriétaire de ce franc-là. Donc c'est toujours lui qui donne l'accord, quel que soit ce que vous faites sur place. L'autre enjeu, c'est un enjeu de votre porte-monnaie. Pour que vous puissiez avoir de l'argent, il faut que j'accepte de vous donner un peu d'argent. Vous n'êtes pas souverain, vous n'êtes pas autonome. Donc, la souveraineté demande que véritablement cette question-là soit adressée. Vous avez les enjeux de financement. Oh my God. Les enjeux de financement. Regardez toutes les richesses dont regorgent les sous-sols africains. Et que ce soit les pays africains qui soient parmi les pays les plus pauvres du monde. L'argent qui n'est que le papier. Parce que le dollar depuis 1971, ce n'est que du papier. Donc vous avez l'or, le diamant, l'uranium, le bois, le gaz, le pétrole et tout ça. Mais on vous dit que vous êtes pauvre. Ce
ceux qui n'ont pas ça et qui fabriquent le papier pour envoyer dans le monde, c'est eux les plus riches.